Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités. Voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Elodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas ? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Eh bien, bonjour Grégoire, je suis très contente de t'inviter et tu m'honores de ta présence dans ce podcast Potentiel, donc un grand merci à toi déjà. Salut Elodie. Alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai pour habitude, moi, de présenter mes invités. Parce que les personnes que j'invite, en général, elles sont multipotentielles. Et ça, la question de qui vous êtes, présentez-vous, c'est hyper complexe. Je sais pas ce que t'en penses, mais on sait pas quoi dire. On se dit, on peut pas tout dire, on en aurait pour 2 heures. Et en même temps, qu'est-ce qu'on choisit, quoi? Donc, je t'économise cet effort et je vais te présenter. Ok. Alors, si je me trompe ou j'oublie quelque chose, bien sûr, tu le précises. Donc, je pense qu'avant tout, voilà comment moi je te présenterai. Déjà, avant tout, t'es un kiné, donc un professionnel de la santé, la base. Mais t'es aussi prof en thérapie manuelle. Et ce que je comprends, c'est qu'à travers ton compte, que ça soit entre créateur de contenu ou en tant que prof, tu as un besoin de transmettre. Moi, je le vois comme ça. Il y a aussi tes livres, donc il y a Major Mouvement, mes 10 clés pour un corps en bonne santé et le grand guide Major Mouvement pour soigner vos douleurs. Donc il y a, moi je le vois comme ça, quelque chose de profondément ancré en toi, le besoin de transmettre quelque chose, des valeurs qui sont liées à la santé, au bien-être en général. Et je peux dire aussi que tu as été chroniqueur, il me semble. Tu as été salué par la presse en 2019, j'ai vu pour ton texte Déshabillez-vous. Et c'est grâce à celui-ci que je t'ai connu aussi. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et tu es auteur donc de livres. J'ai vu 2 livres, mais il y a aussi un coffret, je crois. Bref, tu as fait de la télé, tu es passé à la radio, tu avais plein de choses. Et moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait au final? Un podcast. Ah, ouais, c'est parfait. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que tu te considères quand même comme un sportif professionnel, vu quand même les exploits que tu accomplis? Oula. Non, ça non, hein, tu veux pas. Pas du tout. Absolument pas. Ah non. Ah non, c'est vrai? Ah mais vraiment pas. Ah ouais, parce que quand même, on peut dire sportif parce que tu fais du sport régulièrement, mais en plus de ça, quand même, t'as accompli certaines choses que tout le monde ne fait pas. Ouais, mais en vrai, déjà j'ai un profond respect pour les sportifs amateurs et je sais ce que c'est d'être un sportif professionnel pour en soigner et j'en ai même pas l'ombre. Donc être sportif amateur pour moi c'est un spectre qui est hyper large et dans lequel j'aime m'éclater. Être sportif professionnel pour moi ce serait presque l'inverse, c'est quand tout tourne autour de ton sport pour des raisons quelque part parfois financières qui prennent le pas sur la passion. Donc pour moi d'être sportif professionnel ce serait plus un boulet qu'une liberté. Ok, parce que tu vois comme ça. Moi, c'est vrai que je le voyais, pour moi, ça faisait partie de ton identité, en tout cas, le côté Ah non, sportif. pas du tout. Ah ouais. Le côté sportif, oui, mais pas professionnel. D'accord, ok. Alors, on va garder sportif amateur. Ouais. Alors, est-ce que la présentation te convient? Est-ce que tu rajouterais quelque chose que j'ai oublié? Non, ça me convient parce que en vrai, on pourrait ajouter plein de trucs qui auraient pas tellement d'intérêt aujourd'hui. Je pense que pour les gens qui me connaissent, ils connaissent déjà et puis je pense qu'ils ont plutôt envie d'entendre la suite. Et pour les gens qui me connaissent pas, on va pas les embêter à leur raconter les différentes casquettes que j'ai pu avoir. Mais globalement, non, c'est assez bien résumé. Ah, super, j'ai bien fait mon boulot. Bon, Oui. les personnes qui te connaissent pas, je me dis, mais sur quelle planète ils vivent? Alors, parce que quand même. Je pense qu'ils vivent sur une planète où ils ont la chance de pas être trop sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pas que sur les réseaux sociaux, puisque tu as aussi fait de la télé. Donc maintenant, quand même, malheureusement, c'est devenu quand même tout un message, je trouve, de prendre soin aussi de sa santé, de bouger, enfin, tu vois, de passer par le mouvement. Je trouve que se dire, ça va au-delà de toi, au-delà de Grégoire, quoi. Je trouve l'image, tu vois, que tu as transmise. Merci parce que c'est toujours ce que j'ai voulu incarner. C'est que mon message va au-delà de ma personne. Alors, bien sûr, ma personne sert mon message, mais mon message est beaucoup plus important parce que mon but, c'est que si jamais, pour X raison, demain j'arrête, ou il m'arrive quelque chose, ou mon image est détournée de
son but initial pour X raison, de me dire, mais non, mais en fait, son message à lui, il marche et il fonctionne et il aide les gens. Ben, ça marche, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Les auditeurs pourront nous dire en commentaire si ça fonctionne pour eux. Du coup, je t'ai invité dans ce podcast parce que, comme tu sais, j'ai envie de transmettre une image plutôt positive des atypies, sans nier les difficultés. Et là où c'est intéressant, c'est de pouvoir avoir des invités comme toi, qui ont un parcours, qui fait que je pense qu'il peut être, on peut l'admirer. Après, ça reste subjectif, bien sûr, tout le monde ne rêve pas de faire ce que tu fais, mais on peut se dire, ah, il a quand même accompli des choses. Et ça peut faire du bien à d'autres personnes qui doutent, qui se disent que potentiellement leur sensibilité ou leurs atypies, leurs particularités pourraient être plutôt des boulets, de dire, mais enfin, si Grégoire a réussi, pourquoi pas moi? Et donc, c'est pour ça que je t'invite, et j'ai envie déjà de te demander, comment toi, tu as découvert tes atypies? Tu nous as beaucoup partagé ta sensibilité, mais pas que sur les réseaux sociaux parfois, et je pense que ça se voit dans ta manière aussi de partager. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvert sur toi, et si oui, quand? Je pense qu'on peut remonter un peu, pour le coup, dans le passé, parce que toi et moi, on a eu beaucoup de conversations en privé que les gens n'ont pas forcément eu, et tu as été un élément clé dans la découverte, mais aussi dans les limites de ma narration sur ma découverte. Et pour ça, je t'en remercie, parce que tu m'as évité de mettre le doigt dans un engrenage que j'aurais pas réussi à la fois à m'en dépêtrer et surtout à préserver ma santé mentale et probablement celle de mes auditeurs. En fait, pour faire très très simple, j'ai toujours plus ou moins senti que j'étais différent, mais plutôt parce que je voyais les choses de manière différente, parce qu'il y avait certaines choses qui avaient plus d'impact sur moi et, et que ça allait avec des émotions qui étaient très très fortes, plutôt je dirais aujourd'hui comme des émotions comme de la tristesse et de la peur et de l'anxiété sur lesquelles j'avais du mal à m'en détacher, j'étais obligé d'avancer avec ça. J'avais au cours de mon parcours étudiant beaucoup de paradoxes sur lesquels je n'arrivais pas à mettre des mots. C'était à la fois un mélange d'une très très grande confiance en moi, mais en même temps de sentir que la valeur que les notes et mon parcours d'étudiant ne mettaient pas du tout en avant. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois qu'on me donnait une note, je ne comprenais pas comment est-ce que la note ne pouvait pas être à la hauteur de mon ressenti à moi. Donc ça crée un très très grand décalage sur lequel j'ai trouvé une solution par le travail. Probablement que s'il doit y avoir un spectre de l'atypisme, et ça c'est plus ton domaine que le mien, je pense que j'ai un spectre qui est plutôt léger. Je suis quand même relativement proche de la norme sur beaucoup beaucoup de choses, mais suffisamment en décalage pour sentir que ça marche pas comme tout le monde. Mais cependant, il y a certains domaines où j'arrive entre guillemets à être comme tout le monde, et d'autres où j'ai fait le deuil, je ne le serai jamais, et j'ai réussi à apprendre à m'organiser pour pouvoir intégrer ce que je veux faire. Pour faire très 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 simple, le collège j'étais un élève moyen, le lycée j'étais un élève moyen, et arrivé en fac de médecine, je me suis révélé sur 2 matières sur lesquelles beaucoup de gens avaient beaucoup de difficultés parce que c'était énormément de connaissances, et que ceux qui avaient une grande capacité d'apprentissage par cœur, c'était trop d'informations pour qu'ils étaient capables de l'apprendre par cœur. Et moi, c'est là où je me suis découvert que ma force à moi, c'était pas d'ingurgiter par cœur, j'en suis incapable et je suis toujours incapable. Par contre, si tu me donnes énormément d'informations, je vais être très 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 bon pour les synthétiser à l'essentiel. Et le paradoxe de ça, c'est qu'en fait, je pense que collège-lycée, j'étais pas assez intéressé pour ce qu'on me donne, par ce qu'on me demandait d'apprendre pour aller chercher ce besoin-là, et qu'arrivé à la fac de médecine, j'ai pas eu le choix en fait. C'était trop, et du coup, c'est un peu comme un X-Men où tu te révèles tes pouvoirs à l'âge de 21-22 ans, de dire oh, je suis capable de faire ça. Ouais. Et alors, je te raconte une petite anecdote sur le côté, mais elle m'avait beaucoup fait rire. Mon parrain, qui est décédé aujourd'hui, était étudiant en droit, et peut-être un peu le même profil, et ils avaient une épreuve, alors je sais plus exactement ce que c'était comme épreuve, mais de synthèse de données, où on leur donnait énormément de documents, et ils devaient synthétiser les informations. Et lui, il aimait bien faire la fête, et puis il a l'anniversaire d'un pote la veille de l'épreuve, il se laisse embarquer, il finit
complètement torché, pas bien, et ainsi de suite. Il finit à 4 heures du matin, son réveil sonne, il est en gueule de bois comme pas possible, il va à l'épreuve, et là, le jour où il arrive à l'épreuve, il est vraiment mal, et du coup, l'épreuve qui était censée être en 4 heures, il l'a fait en une demi-heure, il la torche comme pas possible, et il rend sa copie. 15 jours plus tard, le prof va pour rendre les copies, et tu imagines ça, on doit être dans les années 80, dans une grande fac, machin, et le prof dit vraiment, vous étiez nuls, vous étiez mauvais, il distribue les notes, c'est catastrophique, il dit, il y en a qu'un seul qui s'en est vraiment sorti. Et c'est Lionel Forest. Et là, il lui dit, Monsieur Forest, vous avez cartonné. Et du coup, il a eu, voilà, il avait une super bonne note alors qu'il avait jamais bossé son truc. Mm. Et de ça, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, mince, pour les prochaines épreuves, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois bien bosser pendant 4 heures? Ou est-ce que je dois me mettre une tôle la veille et arriver dans le mal? Et donc, c'est un vrai sujet. Cette histoire, elle m'amuse parce qu'en fait, tu comprends que la norme pour certains, c'est pas celle où toi tu vas exceller. Et là où les autres vont exceller, c'est pas forcément là où toi tu vas pouvoir être à l'aise. Donc lui, Ouais. il l'a trouvé complètement par hasard, ce truc-là. Moi, je l'ai trouvé par hasard, mais je pense que c'est un bon signe et c'est ce que je souhaite transmettre aux gens. C'est qu'on pourrait imaginer un peu deux grandes énergies. Alors, vous mettez le mot que vous voulez derrière énergie. Moi, je parle au sens très très large d'énergie, en gros, de sentir où tu sens que c'est là où ton cerveau te mène, tes capacités te mènent, les rencontres, tout ce que tu veux. Si tu sens que quand tu mets en place quelque chose, tu as une énergie négative devant toi, et que cette chose n'est pas indispensable, peut-être laisse-la tomber pour le moment, et essaie de voir là où ton énergie te mène. Si cette chose a une énergie négative, mais qu'elle est indispensable, par exemple, remplir tes impôts, c'est indispensable, et ben alors, demande à quelqu'un d'autre de le faire. Et aujourd'hui, moi, je préfère perdre de l'argent, mais gagner de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que quand j'étais capable de trouver à l'inverse une énergie positive qui me mène là où je veux aller, et j'irai même plus loin, là où personne d'autre n'est capable d'aller, j'ai la sensation de pouvoir déplacer des montagnes. Et la chance, et je parle vraiment de chance, a fait que là où je pouvais déplacer des montagnes, il s'avère que derrière, il y avait tout un univers dans lequel j'ai pu m'épanouir. Et donc, ce parcours-là, rétrospectivement, sans le savoir, eh ben, c'est celui que j'ai mis en place très tôt. Dans mes années de médecine, et je vais revenir à ça, il y avait des matières où j'étais mauvais. Je savais que j'étais mauvais. Et je n'arrivais pas à bien les apprendre. L'anatomie. Ça fait 14 ans que je suis kiné, je suis une brêle en anatomie. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai eu un 4 à la fac. Mais parce que j'ai eu un 19 en sciences humaines et parce que j'ai eu un 15 en bio, là où les autres ont eu un 12, et ben en fait, j'ai misé très tôt sur mes points forts. Ce qui était un pari assez fou parce que, pour le coup, ma mère est très typique et me disait non, Grégoire, tu dois travailler tout, tu dois être bon partout. En fait, je savais que j'en étais pas capable. C'était un pari pour le coup qui a été gagnant parce que si le jour de l'examen, pour X raison, je m'étais vautré sur les sciences humaines et sur la bio, je n'aurais pas eu la vie que j'ai eue. Mm. Donc c'est pour ça que je parle de chance, c'est que malheureusement quand on joue à ce jeu-là, il faut connaître les conséquences de nos types d'actions. C'est beaucoup plus risqué. En fait, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une vie à risque. Une vie à risque, c'est-à-dire. Ouais. Mais parce que, en fait, je m'emmerde dans la norme, je m'emmerde dans ce qui a l'air d'épanouir la plupart des gens, et que pour pouvoir vibrer, bah, parfois, je vais faire des trucs, ou vivre des trucs, bah, qui sont risqués, dans lesquels personne ne s'est jamais aventuré, ou alors d'autres, ils sont allés en disant, surtout, va pas par là, ça pue du cul. Et tu dis, bah, je sais pas, je pense que dans la manière où toi, tu as eu de l'aborder, je l'aurais pas abordé pareil, et j'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne. Moi, je veux du concret. Donne-nous des exemples concrets. Sur du concret là-dessus, en vrai de vrai, sur les réseaux sociaux en tant que kiné, je pense que encore aujourd'hui, j'ai des gens qui vont me critiquer sur ma manière de faire ou d'aborder un sujet. Toujours. On est toujours Toujours. critiqués. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, les critiques, j'en ai plus rien à cirer, mais je garde un œil, bien sûr, pour savoir si je suis toujours aligné avec ce qui ne va pas dans la dérive, évidemment. Mais un exemple concret, c'est que quand j'ai voulu commencer à me lancer sur mes vidéos
et que je me suis filmé et que j'ai essayé différents tons et que j'ai essayé différentes formules, il m'a fallu 3 mois pour me rendre compte que la formule académique emmerdait les gens. Carrément, carrément. Et pourtant, c'était ce qu'on nous a toujours enseigné, en fait. Si tu veux parler de santé, il faut avoir un ton et une forme académique parce que sinon, tu dénatures le propos et ainsi de suite. On te prend pas au sérieux. On te prend pas au sérieux et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, euh, ce que les gens apprécient et ce qui, in fine, moi, c'est ça qui m'intéresse, ce qui modifie leur comportement de santé, qui est quand même une phrase hyper chiante, hein. La modification du comportement de santé, excuse-moi, mais c'est finalement la redondance de messages simples et abordables et sous le prisme de l'humour et de la légèreté que les gens, ça plante des graines, et au bout d'un moment, ça germe dans leur tête. Et ils finissent par s'approprier mon message. Et donc, ça, des exemples, j'en ai tout un tas. Je vais te donner un autre exemple très concret parce que c'est celui que je suis en train de vivre depuis une semaine. Tu parles de pluripotentiel, tu l'exprimes comment? Multipotentialité. Multipotentiel. C'est Catherine Testa, une amie qu'on a en commun, qui a mis le doigt dessus et qui m'a mis, en fait, Grégoire, une des raisons qui a fait que ça a fonctionné pour toi, c'est parce que tu as des soft skills. Je dis, merci Catherine, déjà je comprends pas ce que tu me dis. Tu parles comme ça, Catherine, t'es là, mais qu'est-ce qu'il y a Catherine, mais de qui tu parles? Pourquoi c'est une maladie de peau, les soft skills? Parce que j'hydrate ma peau régulièrement, Catherine. Sur Catherine. Si je dois aller consulter, dis-le-moi très vite, Catherine. Donc, j'apprécie énormément Catherine parce que Catherine, c'est le genre de personne, quand tu discutes 1 heure avec elle, elle te donne juste tout un autre angle de ce que tu pensais connaître sur toi. Et je trouve ça génial. Et je lui dis, donc c'est quoi un soft skill? Et elle me dit, en fait, c'est des talents ou des capacités qu'on ne t'enseigne pas dans ton cœur de métier et que tu développes de différentes manières. Je dis, cool, merci. Et elle me dit, par exemple, quand tu fais des vidéos, en fait, si tu prends 100 kinés qui ont le même diplôme, les mêmes connaissances que toi, sur les 100 kinés, il y en a peut-être que 15 ou 10% qui sont capables de faire en même temps une vidéo. Et au sein de ces 10 ou 15% qui sont capables de faire une vidéo, il y en a peut-être que encore 10 ou 15% qui sont capables de comprendre, OK, comment fonctionne un algorithme sur les réseaux sociaux et pour pouvoir faire passer leur message. OK. Et parmi ces 10-15, de ces 10-15, de ces 10-15, il y en a peut-être encore 10-15 qui sont capables de faire ça sur le moyen long terme et après de le diversifier sur différents réseaux. Ah, c'est ça. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant. Parfois, il y a des gens qui sont un peu le reflet de ton propre parcours et qui t'aident à regarder dans le rétroviseur de ce que tu as accompli en te disant, tu vois, en fait, là, t'as évité ça parce qu'en fait, t'avais appris ça et tu fais, oh! Et ça fait du bien, je trouve que, je dis pas ça pour dire, waouh, Grégoire a des soft skills, en fait, quelque part, on s'en branle un petit peu, mais juste pour les gens qui nous écoutent. Et s'ils sont comme moi, parfois, on a tendance à passer tellement de temps à regarder devant parce qu'on a cette capacité d'envisager toutes les routes qui sont devant nous, qu'on oublie de regarder dans le rétroviseur et de voir la seule route qu'on a franchie. Et de se dire, finalement, peut-être les compétences qu'on n'a pas remarquées et que d'autres voient en nous, en fait. Exactement. Et c'est très rassurant dans le fait de se dire, ça génère en moi de l'anxiété, le fait d'avoir 36 routes devant moi. Et finalement, je peux me faire confiance dans ma capacité de me dire, quelle que soit la route qui se dresse devant moi, je vais être capable de la gérer. Je trouve que quotidiennement, ça fait du bien de se le rappeler. Tu nous as donné pas mal de punchlines. Je vais revenir sur peut-être sur ta sensibilité, parce qu'on est dans un monde où il y a quand même certaines formes de sexisme, et je trouve que les hommes ont beaucoup de mal à parler, à échanger et à expliquer leur sensibilité. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'a semblé difficile lorsque tu étais jeune, en tant que jeune homme, jeune garçon? L'éducation que tu as reçue, est-ce que tu as senti une forme de pression dans la culture, dans la société dans laquelle tu vis, pour cacher tes émotions, pour être moins sensible ou ce genre de choses encore? Je vais être franc avec toi, non, pas tant, pour différentes raisons. La première, c'est que la question du genre, je me la posais pas du tout. Et quand elle s'est présentée devant moi au travers de l'actualité et de ces nouvelles pensées, je me suis dit, ok, c'est comme ça, point, en fait. Donc pour moi, je me suis pas du tout dit, tiens, en tant que garçon, j'ai du mal à exprimer mes émotions. Non, pas tant, ou j'avais pas la sensation non plus d'avoir des difficultés à exprimer mes émotions avec un tel et un tel.
pour le coup, quand je regarde le rétroviseur de ma vie, la question du genre ne s'est absolument pas posée. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille où en fait elle ne se posait pas, mais non pas parce qu'elle était taboue, juste parce qu'en fait, C'était ok. enfin, ouais, quelle que soit la réponse, on s'en foutait en fait. Mm. T'étais accepté tel que t'étais, quoi. Est-ce que, par contre, ta sensibilité aujourd'hui, au niveau même kinesthésique, tu vois, le fait que tu aies ce sens du toucher, ça a pu forcément t'aider dans ton métier? Est-ce que tu as la sensation que tu ressens plus facilement ce que ressent l'autre, la douleur Mhm. de l'autre, dans ce qu'elle est, les émotions d'autrui? Est-ce que tu arrives justement à faire quelque chose, un potentiel positif là-dessus? Alors c'est une question qui est difficile parce que déjà à titre personnel, je pense que tous les 6 mois je change d'avis sur cette réponse, donc je vais vous donner une réponse là à l'instant T qui peut-être dans 6 mois va changer. OK. Ma première réponse ce serait de te dire oui, je ressens des choses. Mmh. La deuxième réponse, ce serait de dire en fait je regarde les études scientifiques et les études scientifiques sont formelles en disant non, tu ne ressens rien. Donc ça ça Chacun son crée point de vue, au moins tout est ouvert. voilà, ça crée chez moi une très grande dualité qui est très très compliquée et malheureusement je vois là-dedans beaucoup trop de dérives d'un point de vue éthique pour pouvoir ne serait-ce que publiquement prendre la parole là-dessus, surtout sur une réponse à laquelle je n'ai même moi-même pas la réponse. C'est un vrai débat. Moi, on me pose souvent la question, tu sais, pour les, justement, pour tout ce qui est justement des croyances, des choses comme ça. Et je dis ça, c'est de l'ordre des croyances et des sensibilités de chacun, et je laisse à tout le monde avoir ses propres croyances. Là, vraiment, la question, on est sur quelque chose de, tu sais, mon travail, il est quand même très scientifique, et j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible, encore une fois. C'est juste que, et tu le sais, par exemple, quand tu vas faire des soins à une personne ou une autre, on n'a pas tous la même sensibilité kinesthésique. Il y a des gens qui très très vite ils vont surréagir, d'autres allez-y, vous pouvez appuyer, enfin tu vois, voilà. Toi, justement, est-ce que tu penses que ta propre sensibilité te permet de bien ressentir en fait la sensation corporelle des personnes en fait? Tu sais, le petit truc qui va coincer, le petit truc, le petit grincement, parce que justement, tu as une grande sensibilité au niveau des mains, des choses comme ça. Tu vois ma Mmh. question? Elle est Je plus vois claire? ta question et en fait, ma pratique de kiné a quand même pas mal évolué au cours de ces dernières années et malheureusement, je considère aujourd'hui que ça n'est qu'un outil, Mmh. que je vais pas appliquer à tout le monde parce que j'ai d'autres outils qui sont beaucoup plus efficaces. En gros, un bon bilan, heu, on va prendre pour le coup ma spécialité qui est le mal de dos. Un bon bilan du dos, des bonnes questions, heu, des bons tests cliniques m'amèneront mais 1000 fois plus de résultats que ma capacité à être capable de ressentir quelque chose sous les mains. Aujourd'hui, ce qui a fait de moi, je pense, hein, je peux me tromper, c'est vraiment une forme d'auto-évaluation que je fais. Ce qui fait de moi un bon kiné, c'est que je suis capable de classer mes patients en fonction de leurs symptômes, de leurs histoires, de leurs douleurs, de ce qui les augmente, de ce qui les diminue, dans des grandes cases. Et en fonction de ces grandes cases, d'être capable, un peu comme un algorithme, d'avoir le comportement adéquat, le discours adéquat, les techniques adéquates. Et ça va plus loin, c'est qu'en fonction de leurs réponses, je suis capable de remettre en question la case dans laquelle je les ai mis Mmh. pour pouvoir après avoir le bon discours et ainsi de suite, et adapter, et in fine être capable à la fin de la séance, quasiment de manière statistique, mathématique, leur dire écoutez, je pense que ce que vous avez c'est ça, puisque vous avez ça, ça et ça et ça, et que probablement votre évolution va se passer comme ci, comme ci et comme ça. En fait, aujourd'hui, cette fameuse pensée en arborescence, dans ma tête, c'est exactement ce qui se passe quand j'ai un patient qui vient me voir, c'est un tronc, pas au sens propre, mais au sens figuré, c'est un tronc d'information. Et en fonction des questions que je lui pose et de comment il répond quand je viens de provoquer tel ou tel symptôme, eh ben, je vais le mettre dans une branche et ainsi de suite. Et littéralement, ces branches-là, c'est ce que j'ai mis dans mon deuxième livre, pour les douleurs lombaires, pour les douleurs cervicales, pour les douleurs d'épaule. Alors, si tu me permets, je vais aller creuser un peu dans ton fonctionnement. Quand Vas-y. tu dis, par exemple, c'est un tronc, j'imagine, je le Mmh. reclasse. Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que c'est visuel? Est-ce que tu t'imagines vraiment des cases? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Est-ce que, justement, c'est comme un parcours un petit peu? Est-ce que Ouais. c'est auditif? Comment ça se passe dans ta là, on fait de la Dans ma tête, méditation, mais je vois comme, une sorte de cours d'eau en labyrinthe OK, donc tu avec des, visualises un labyrinthe. ouais, ouais. Et pourquoi je parle de cours d'eau, c'est que en fonction de ses réponses, le courant va être plus ou moins fort, en fait. Je te donne Génial. concrètement, quelqu'un qui vient me voir, parce que j'en ai beaucoup en ce moment et probablement c'est un peu plus le profil de gens qui nous écoutent aujourd'hui.
des gens qui vont me dire, bah voilà, j'ai l'impression d'être un peu perdu parce que ça fait 7 ans, j'ai tout essayé, j'ai vu 5 ostéos, j'ai vu 4 kinés, j'ai fait des IRM et des scanners et aujourd'hui personne ne comprend mes douleurs et c'est pour ça que je viens vous voir. Et en fait, moi, dans mon parcours, en fait, ce qui est très très compliqué, c'est qu'il y a 18 ans, en fait, j'avais fait une chute à cheval, et en fait, depuis cet épisode-là, alors je me suis bien remis, alors, mais c'est qu'en fait, il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs d'épaule, mais qui ont commencé à se déplacer dans la nuque. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai aussi mal dans le bas du dos et je ne peux plus faire de sport et ça m'inquiète énormément parce qu'en ce moment, je suis dans une reconversion professionnelle et que en fait je voudrais être masseuse X ou Y et qu'en fait quand je fais ça bah ça me fait mal et ça me bloque et en fait mes ostéos pensent que c'est explication X ou Y Z mais que mon médecin il est pas d'accord, il m'a pas fait les examens WZ Y et du coup là aujourd'hui je suis perdu. Ok. OK. Moi ce que ça me donne là-dessus c'est OK, j'ai un courant très fort que l'origine principale de la douleur vient du système nerveux central. Mm. Et que j'aurais beau passer tout mon temps à essayer de chercher, de savoir quel tissu est en souffrance, en fait, je vais perdre du temps et je vais continuer à mettre des billes dans le traitement d'analyse du système nerveux central et je vais aggraver le problème uniquement avec mes mots. Donc, dès que je vois ce profil de personne-là, je vais avoir une posture d'écoute et de dialogue pour commencer à placer mes billes pour dire, OK, comprenons un peu de quoi la douleur est faite. Je vais commencer à avoir un message très métaphorique. Je vais commencer à m'appuyer sur leurs expériences. Je te donne un exemple très concret. J'ai eu ce profil de patiente qui vient me voir parce que elle est flûtiste, amatrice. Et elle me dit, j'avais eu une fois un ostéo qui m'avait dit, bah voilà, en fait, vous quand vous jouez enfin, quand vous avez des douleurs, c'est un peu comme si le chef d'orchestre s'était barré en plein orchestre. Et que quand vous avez une douleur d'épaule, bah, c'est pas forcément que c'est le violoniste qui joue mal. Quand vous avez une douleur de genou, c'est pas forcément parce que le pianiste joue mal, c'est qu'en fait le chef d'orchestre s'est barré. Et j'ai rebondi sur cette métaphore, j'ai dit bah vous voyez en fait, le chef d'orchestre c'est le système nerveux central de la douleur. Et en fait la douleur en elle-même, en fonction de notre vécu, de nos croyances, des traumatismes physiques et ou émotionnels, va pouvoir bugger en fait. Et aujourd'hui, si je passe mon temps à essayer de régler les cordes du violoniste, je ne pourrais pas aussi m'occuper du pianiste, ni du flûtiste, ni du mec qui fait du hautbois. Par contre, si je trouve le moyen de ramener le chef d'orchestre, de reprogrammer en fait l'ensemble des, 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 des musiciens, probablement on trouvera une amélioration plus globale. Et donc c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est en fonction de ce que la personne me raconte, très vite, je vais littéralement changer de visage, changer de propos. Si je prends complètement à l'opposé, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, je me suis pété les croisés au ski, bah lui, il s'en fout royalement de comment fonctionne la douleur. Lui, on est sur une lésion du tissu fraîche, il faut que je m'occupe de ça. À l'inverse, le même mec qui me dit, bah voilà, je suis désolé pour ce que je vais dire, je me suis pété les croisés parce que je me suis fait percuter par une bagnole alors que j'avais mon gamin de 9 mois de 9 mois dans les bras, heureusement il est sain et sauf, bah lui, si je m'occupe que de son croisé, mais que je m'occupe pas de la peur bleue qu'il a eue, qui va le suivre toute sa vie, très probablement que je mets des billes dans le fait que dans 5 ans, dans 10 ans, il ait encore des douleurs persistantes de genoux, non pas à cause de son problème de genoux, mais parce que son trauma émotionnel n'a pas été traité. Et donc, tu vois, aujourd'hui, ça, ma main n'est pas capable de le faire. Bien sûr. Et ce serait surcoter et surévaluer la capacité de ma kinesthésie de pouvoir dire ça. C'est plutôt comprendre ce que nous dit la science, quels sont les facteurs de risque d'exposition qu'ont eu nos patients, comment moi je suis capable d'interpréter ça en clinique pour changer mon vocabulaire, mon champ lexical, mon attitude de verbal et de non-verbal, pour faire en sorte que la personne à l'instant T se sente le plus accueillie. Moi, ce que j'entends aussi, c'est cette capacité d'accueillir, au-delà du soin, d'accueillir la personne de comment elle est, dans son état émotionnel aussi. Et ça, je pense que ta sensibilité, justement, aide beaucoup les personnes à se confier. Enfin, je veux dire, on est tous, et moi j'ai beaucoup de témoignages justement de personnes très sensibles qui disent que ça s'est pas bien passé avec un soignant
parce que justement, il manquait de sensibilité et qu'il n'était pas en capacité d'accueillir justement la personne dans tout ce qu'elle est et dans tout son état émotionnel. Il voulait juste traiter, tu vois, la cause, le détail, et en fait, sans le contour, et ça ne fonctionnait pas. D'ailleurs, la relation de confiance n'a pas fonctionné. Je comprends. En tant que soignant, je n'accablerai jamais les soignants là-dessus. Je mets à part ceux qui sont vraiment pas bien dans leur tête et les quelques minorités qui pour le coup sont déviants. Mais C'est pour mettre en valeur ta sensibilité que je disais ça. Ah, merci. Mais pour dire merci, mais en vrai. Du mal, hein, quand même. Tu vois, c'est drôle, t'as du mal quand même de parler de ça. Bah, c'est juste que j'ai rien fait pour qu'elle soit là, tu vois. C'est comme si tu me disais, Grégoire, je mets en avant le fait que t'aies les cheveux bruns. Je te dis, bah, merci Elodie, mais oui, non, c'est ce que disait Catherine sur les soft skills. C'est-à-dire que c'est une compétence, une qualité qui fait de toi quand même le professionnel que tu es. Et c'est celle-ci qui m'intéresse moi aujourd'hui. Je vais revenir sur un sujet dont on n'a pas trop parlé, parce que quand tu disais que tu avais eu des difficultés, tu n'avais pas été un excellent élève et t'es pas le profil type de la personne, on se dit forcément il va aller loin dans la vie parce que genre c'est le premier de la classe et tout. Est-ce que du coup ça t'a fait douter de toi, de l'estime que tu avais pour toi-même, de tes compétences pour aller au bout de quelque chose, ou absolument pas, tu t'es toujours dit qu'importe, c'est pas grave, ça pose pas de problème, ou est-ce qu'il y a eu des doutes dans ton parcours? En fait, pour être très franc, je le visualisais même pas. Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'étais tellement immature que quand je t'ai dit cette dualité de grande confiance en moi, vraiment, je me mentais tellement à moi-même que j'y croyais. Donc, c'est la tête du jour. Il faut se mentir à soi-même. Donc, maintenant, je pense que au-delà de ça, je me fixais des objectifs qui étaient à ma portée. Tu vois, je m'étais pas fixé de devenir ailier international de l'équipe de France de rugby. Mais si on t'avait dit ça, genre en 2018 quand t'as commencé, si on t'avait dit voilà ce que tu deviendrais, voilà ce que Major Woman va être en 2023-2024, tu aurais cru? Ça t'aurait fait douter? Ça t'aurait donné le tournis? C'est très neutre. En fait, sur des exemples concrets, en fait, je garde cette attitude de déni. Mon agent, Goulen, m'avait exactement m'avait prédit là où j'en serais aujourd'hui. Ouais, lui le sentait, il l'avait senti. Il l'avait senti, il m'avait dit on va mettre ça en place et lui, pour le coup, encore aujourd'hui, il me prédit là où je serai dans 5 ans. Je l'entends d'une oreille, mais quelque part, ça me fait une belle jambe. Pareil quand c'est pour garder de l'humilité que tu fais ça, pour protéger ton ego, pour pas que tu vois, à mon avis, c'est une technique qu'on met en place d'une certaine manière pour ou parce qu'on veut pas être déçu, on veut pas explorer quelque chose, ou est-ce que c'est dans ta personnalité de se dire au jour le jour, je verrai, je m'en fous? Non, je pense que c'est plutôt les deux réponses. Je pense que c'est pour préserver une forme d'humilité, de l'instant présent, aussi pour ne pas être déçu si jamais ça ne se produit pas, pour ne pas générer d'attente, et puis pour ce serait faux de te dire que je suis quelqu'un qui est dans le jour le jour. C'est pas vrai. Je pense que je passe mon temps à essayer d'anticiper exactement comme avec mes patients pour me dire comment ça va se passer. C'est quelque chose que j'essaie d'apprendre beaucoup depuis cet été, à être beaucoup plus dans l'instant présent. Quelque chose que j'avais plus jeune, que j'ai perdu en cours de route et que j'ai récupéré plus récemment. Ce qui m'a fait perdre ma capacité à être au jour le jour, c'est le fait de devenir père. C'est sûr. J'ai perdu ça. Et quelque part, aujourd'hui, quand je vois mes enfants grandir, je me dis, je peux pas être dans demain, en fait. Faut que je sois dans aujourd'hui parce qu'ils grandissent aujourd'hui. Et demain, je les aurai plus. Tous les parents te comprennent là. Et donc, c'est un terrible effort d'essayer d'être dans le maintenant avec eux. Alors que, en tant que parent, t'as toutes les peurs pour demain et encore plus aujourd'hui, tu vois. Et j'ai pas envie de me retrouver à 50, 60 ans et d'avoir des adultes sous mon toit qui quitteront mon toit et de me dire j'avais tellement peur que ce jour arrive que finalement j'ai pas profité du jour où ils étaient là. Et c'est dur parce que tu vois, on m'attribue parfois beaucoup de volonté de contrôle et je me retrouve pas du tout là-dedans. C'est juste que
quand j'ai la capacité de savoir comment les choses vont évoluer, je vais faire en sorte qu'elles se passent de cette manière. Et c'est ce que j'apprends depuis cet été, à me dire, accepte parfois la page blanche et abandonne-toi complètement dans la page blanche et ne cherche pas à écrire le prochain mot. Et probablement qu'à l'inverse, quand tu sais quel va être le prochain mot, sois efficace, sois rapide pour laisser le plus possible la possibilité à la page blanche de revenir. En gros, J'aime. quand je sais comment mettre en place, tu vois, là, mon prochain projet, c'est mon livre numéro 3, c'est mon podcast. Ok, je sais comment m'entourer, je sais comment le créer. Et je vais donner de l'énergie et des heures par jour pour pouvoir faire en sorte que ce projet puisse naître, pour que quand je récupère mes enfants à 18h, je sois en mode page blanche. C'est pas facile. Ça m'a pris 6 ans pour y arriver. Est-ce que tu dirais que t'as, enfin, une de tes caractéristiques, ça serait le perfectionnisme ou pas du tout? Absolument pas. Ça, Ce serait l'actionnisme. ah, génial. Parce qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de personnes qui souffrent de leur perfectionnisme parce que, ils arrivent pas à passer à l'action parce que justement, t'es toujours en train de faire la procrastination active quand t'es perfectionniste. Est-ce que, du coup, t'as des conseils ou des petits tips, toi qui arrives à passer à l'action, que tu pourrais là nous partager? Ah ouais, on s'en branle complètement. Deux. Tout ce que vous faites, les gens s'en branlent royalement. Et Mais fond. Mais même avant même de la critique, en fait, les gens s'en branlent. Moi, Ouais. c'est ce que je me dis. Quoi que je fasse, les gens s'en branlent. Tu crois? C'est pas forcément vrai, hein, mais je m'en persuade. C'est ça. On est encore sur ce conseil de montez-vous à vous-même. Conclusion, montez-vous à vous-même. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'avoir cette attitude de les gens s'en branlent, ça me permet de ne pas être dans l'attente ou dans la stimulation d'espérer d'avoir un retour positif. C'est pas un moteur pérenne. La reconnaissance de l'autre n'est pas un moteur pérenne. Je suis passé par là, je m'en suis affranchi et ça fait du bien de ne plus chercher dans mon travail la reconnaissance de mon père que je n'aurai jamais, de ne plus chercher dans mon travail la reconnaissance de mon ex-femme que je n'aurai jamais, de ne pas chercher dans mon travail la fierté de mes enfants parce que j'ai pas envie de leur mettre un fardeau d'être fier de son père pour le travail qu'il a accompli. En fait, si jamais demain leur moteur à eux n'est pas le travail, qu'est-ce que je vais leur transmettre de il faut rendre vos enfants fiers? Mais non, mes enfants ils s'en foutent d'être fiers de moi. Heureusement. Mes enfants, ce qu'ils veulent, c'est que je sois dispo quand je vais jouer au Jungle Speed avec eux, point barre. Et que quand je joue au Jungle Speed avec eux, je sois vraiment en train de me marrer et pas en train de dire non, comprenez, papa il doit faire ça parce que ceci, que cela. C'est pas facile tous les jours, mais je trouve que pour être dans l'instant présent, c'est s'affranchir de la récompense ou la punition de ce que vous pouvez essayer de mettre dans votre travail. C'est comme ça que toi, t'as été éduqué ou c'est quelque chose que t'as dû apprendre par la suite tout seul? C'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Je pense que j'ai une éducation très classique de tu travailles bien, t'es récompensé, tu travailles pas bien, on essaie de comprendre et puis on t'engueule si jamais tu reproduis trop le truc. Mais j'ai eu la chance d'avoir une éducation. Alors bien sûr, c'était pas parfait, on peut revenir sur plein de trucs, mais j'ai pas été battu, j'ai pas été maltraité, j'ai peut-être pas été écouté à la hauteur de mes besoins, mais C'était voilà, aussi. c'était notre génération, donc ce serait trop facile aujourd'hui de pointer du doigt sur des choses qu'on ne savait pas. Et puis surtout aujourd'hui en tant que parent, tu sais que tu fais du mieux que tu peux avec tes outils et en croisant les doigts pour que ça passe, tu vois. Donc je remettrai jamais en question l'éducation que j'ai eue. Enfin, quand je dis je remettrai jamais en question, tu vois ce que je veux dire, tu À vois. travailler pour pouvoir transmettre autre chose à tes enfants, mais je veux dire ce qui est fait, est fait, et puis le Ce but qui est c'est pas fait est fait. d'en vouloir à nos parents, hein. Voilà. Mais du coup, cette capacité à prendre du recul sur le regard des autres, c'est vrai que enfin, c'est une vraie question qui revient souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui ont beaucoup de craintes du regard de l'autre, de la critique. Toi-même, tu sais de toute façon, vu la notoriété que tu as, que de toute façon, plus on est visible, plus on prend des remarques dans tous les sens de toute façon. Comment tu arrives justement à t'en distancier au vu de ta sensibilité, de qui tu es? Comment à un moment donné t'es arrivé à ce truc de dire mais je m'en fous, je fais juste mon taf en fait? Alors, je pense que la première réponse, c'est de dire toutes les expositions ne se valent pas. Je pense que c'est important de le comprendre.
Je peux pas dire aux gens, allez-y, puis envoyez, et puis si vous ramassez, c'est pas grave, coûte que coûte, machin. C'est pas vrai. Je pense qu'il y a, et pour le coup, la question du genre, elle est essentielle. Il n'y a pas les mêmes retours que vous soyez un mec ou une nana. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes qui se lancent sur les réseaux sociaux vont prendre plus de commentaires négatifs et ou positifs que les mecs. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Même Je de la l'ai part déjà... Comment? même de la Ah part oui, oui, oui. c'est ça qui est triste. C'est que les gens commandent plus. Et moi, je m'en suis rendu compte et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Tu vois, quand j'avais des gens qui venaient sur ma chaîne et que c'était des mecs et que j'avais les mêmes personnes qui venaient avec le même discours et que c'était des nanas, on allait leur faire des commentaires sur leur physique, sur leur coupe de cheveux, sur leurs propos. On allait discréditer leurs propos alors qu'elles ont exactement le même propos que moi. Donc ça, c'est une réalité. Point 1. Point 2, la thématique sur laquelle je me lance est une thématique qui ne réveille pas les passions. C'est vrai. Mais Et les passions... ça touche à quelque chose quand même, je pense qu'on pourrait... la santé, c'est quand même quelque chose de très intime. Donc les gens... Alors, c'est de l'intime, mais tu vois, par exemple, c'est la raison pour laquelle je m'exprime jamais sur l'éducation sur les réseaux sociaux. Je ne prends pas la parole là-dessus parce que ça réveille les passions et que je n'ai pas envie d'avoir des commentaires sur mes enfants, sur ma manière d'éduquer les enfants. Je suis pas capable d'encaisser ça, en fait. Ouais. T'as fait le choix, du coup, de parler de sujets où tu es capable d'encaisser la... D'encaisser. Exactement. Mmh. Mais je te dis, un truc qui est tout bête, mes enfants sont métis. C'est un non-sujet pour moi. Par contre, de voir des commentaires haineux sur leur couleur de peau dans mes commentaires, j'en serais pas capable. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te dis que je n'en serais pas capable, c'est que je serais capable très vite de switcher si jamais je vois 2-3 commentaires comme ça sur les 6000 de gens, oh trop mignon, c'est génial, dire allez tous vous faire enculer, j'arrête tout. Ah, bien sûr, ça touche à quelque chose de... Bah, là, ça touche aux enfants, donc c'est encore... Donc voilà. Pas mes enfants, parce que je sais qu'à quel point je ne pourrais pas justement encaisser ça, c'est pas possible. Donc je connais mes limites, je sais les sujets sur lesquels j'ai pas envie qu'on vienne me chercher, et pour le coup, je ne prends pas la parole ou je ne m'exprime pas sur des sujets où je sais que je n'ai pas la capacité d'encaisser. Je pense que c'est important de le rappeler. Tu vois, quand je dis on s'en branle et on s'en fout, c'est vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, c'est une dualité que j'assume, c'est de dire c'est vrai sur certains sujets, c'est faux sur d'autres sujets. Et je pense que c'est intéressant à quiconque qui voudrait se lancer demain sur les réseaux sociaux de se dire ok, c'est quoi ma limite en fait? Sur quoi est-ce que je suis prêt à charger? Moi, je suis pas typiquement un sujet qui n'en est pas un pour moi, c'est mon physique. Je m'en fous royalement. Qu'on me traite de petit, de grand, de trop costaud, de pas assez costaud, de trop musclé, enfin, je m'en fous royalement. Allez-y, open door. Alors que pour d'autres, un mot sur leur physique, et c'est très très compliqué. Ah, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, ça, je trouve ça absolument génial. J'ai discuté avec beaucoup de personnes, créateurs et non créateurs. La sensibilité par rapport à votre physique ne dépend pas des critères de beauté de la société. Non, c'est vrai. Je connais des gens qui sont, d'après les critères de beauté de la société, incroyablement beaux et qui sont extrêmement sensibles par rapport à leur physique, et d'autres par rapport aux critères de la société et qui, pour le coup, s'en foutent royalement. Donc ça, je trouve que c'est un sujet qui mériterait d'être intéressant à part entière, et on en revient peut-être à cette question de valeur. En fait, ce n'est pas à la société de vous dire si vous êtes beau ou pas. Et j'irai même plus loin, en fait. Apprendre à se plaire à soi-même, c'est probablement un travail d'une vie qui est plus difficile pour certains que pour d'autres, c'est sûr, mais je ne confierai pas à qui que ce soit de la société de rentrer dans l'équation, en fait. Dans le positif comme dans le négatif. Je vais rebooter quand même sur tes atypies, sur ces particularités quand même qui font de toi qui tu es aujourd'hui. J'ai la sensation que tu as cette introspection naturelle quand même à réfléchir les sujets, tu vois, comme beaucoup d'atypiques, de te poser des questions, de te surposer les questions. Est-ce qu'il t'arrive parfois de rentrer dans une sorte d'auto-flagellation, comme beaucoup de personnes atypiques? Alors je sais que t'es pas perfectionniste, mais de te dire que là, tu aurais peut-être pu mieux faire, que là, tu aurais pu répondre autrement. Des situations, tu sais, que tu revis le soir ou avant de dormir. Ah, j'aurais pu faire autrement, tout ça.
ou c'est quelque chose que tu avais avant, mais que tu as réussi parce que tu as pris de la confiance et de l'expérience que tu as pris aujourd'hui et ça ne t'arrive plus? Je crois que ça m'est très, très peu arrivé, ou du moins je pense qu'au cours de ces 15 dernières années, ça m'est pas arrivé. Je pense que c'est lié à 2 choses. Soit premièrement, ma capacité de me mentir à moi-même que de toute façon j'aurais pas pu faire autrement et que j'ai pris la meilleure des décisions à ce moment-là. Je pense que c'est quand même le critère numéro 1. Numéro 2, je pense que je sais pas si c'est une force ou une faiblesse, mais comme je te dis, je passe beaucoup de temps à essayer d'anticiper les résultats, de me dire: «Mais comme dans mon métier, OK, j'ai tel et tel et tel et tel critère, le niveau de probabilité du scénario suivant est très probablement le scénario A, peu probablement le scénario B et très faiblement le scénario C. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de sauver un maximum les meubles ou qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte le mieux possible? OK, mettre mon énergie là, mettre mon énergie là. Je me Mmh. trompe régulièrement, mais je fais en sorte que les sujets sur lesquels je me trompe soient des sujets sur lesquels il y a, il y a peu d'enjeux. À l'inverse, quand il y a un enjeu qui est important, la question que je me pose, c'est, OK, c'est quoi les fondamentaux et qu'est-ce qui est important? OK. Si j'arrive à identifier tôt ce qui est important, je vais pouvoir faire en sorte que ce qui est important soit préservé. Je te donne un exemple, 2 exemples différents, un très personnel et un plus professionnel, mais très personnel, je te l'ai évoqué tout à l'heure, avec mon ex-femme, on s'est séparés, ça va faire bientôt 1 an. Qu'est-ce qui est très important? Les enfants. Mmh. OK. Qu'est-ce qui est très important? Le fait qu'elle et moi, on se respecte. OK, ça c'est très important. Qu'est-ce qui n'est pas très important? Savoir, où va aller le frigo, savoir qui va récupérer la table basse. OK. Bah, à partir de là, je vais construire l'intégralité en fonction de ce que je pense être le meilleur pour moi, pour elle, pour les enfants, mon jeu et mon énergie pour préserver ce qui est très important. Je vais accepter de perdre sur ce qui n'est pas important. Tu priorises. Je priorise. Et donc 1 an plus tard, on en est là aujourd'hui. Je sais toujours pas qui va avoir la table basse et en fait, je m'en fous royalement. Par contre, bah, aujourd'hui, on s'entend bien pour les enfants sont heureux et elle et moi, on se respecte. Sur un autre sujet qui est beaucoup plus léger, OK, je pars là dimanche au Cameroun pour, une mission, humanitaire, qui est dans le cadre de mécénat chirurgie cardiaque où, tous les 12 000 € qui sont collectés, ils ont la possibilité d'aller diagnostiquer, traiter dans des pays en voie de développement des enfants avec des pathologies cardiaques, les ramener en France, les faire accueillir par des familles en France, les opérer en France, faire leur éducation et leur réhabilitation cardiaque en France, et ensuite les réintégrer dans leur famille et s'assurer qu'ils aient évidemment sur place tout le suivi médical. Ça coûte 12 000 €. Mmh. Mon enjeu à moi, donc à partir de dimanche, ça va être, OK, réfléchir à l'angle dans ma narration sur un format de vlog pour que, in fine, cette vidéo fasse le plus de vues possible, Mmh. pour que les gens puissent entendre le message et de se dire, en vrai, ça va me prendre 4 secondes d'aller m'abonner mécénat chirurgie cardiaque, et ces 4 secondes, concrètement, j'ai confiance dans Greg, qui a confiance dans un système, qui a déjà fait ses preuves pour que les mécènes donnent de l'argent et que, in fine, au bout du bout de la boucle, je participe à la hauteur de 1 pour 12 000% qu'un enfant se fasse opérer du cœur. OK. C'est ça que je veux. Je veux raconter une belle histoire. Parce que je sais que si jamais je raconte une belle histoire, ça va être pris dans l'algorithme de YouTube qui va faire en sorte que YouTube le propose à un maximum de gens et que ce soit pris. OK, très bien. Et donc, j'envisage comment raconter ça. Quelle est la meilleure accroche? Quel est le meilleur titre? Quelle est la meilleure miniature? Tu vois, c'est drôle parce que tu as dit: «Je veux raconter une belle histoire» et je trouve que ça résume parfaitement, cet épisode de podcast qui touche à sa fin. Mmh. Que j'ai la sensation que, en fait, tu te racontes une belle histoire. Mmh. Tu sais, quand tu dis: «Je me mens à moi-même», je Mmh. pense qu'on aurait pu passer encore 2 heures, je pense, pour le podcast, mais on va s'arrêter là. Mais de cet optimisme, je pense que c'est ce qui permet justement ta résilience, ton rebond, le fait que tu as envie de continuer, le fait que tu progresses sans cesse, que tu passes à l'action, c'est parce que tu te racontes une belle histoire et tu as envie, par tout ce que tu me proposes, en fait, de raconter une belle histoire, en fait.
Tu vois, tu nous racontes du coup ton histoire et tu nous racontes une belle histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je Et vois moi, très bien. ouais, et moi j'ai la sensation en t'écoutant comme ça que tout était comme ça, comme un déroulé, un fil rouge, que ça soit quand tu nous expliques, et c'était passionnant parce que moi je suis pas du tout du métier kiné, tu vois, absolument pas. Quand tu nous expliques comment tu fais un diagnostic, que tu analyses tout ça, finalement tu priorises, mais tu es en train de dérouler le fil rouge. Comme dans ta vie là, tu repriorises et en fait, voilà, tu poses les fondations, tout ça. En fait, tu construis une histoire et tu as envie de raconter une belle histoire. Et donc merci pour ça, franchement, Grégoire. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin, quelque chose qui te motive ou quelque chose que tu as envie de transmettre? Ou peut-être, je sais pas, parce qu'on voit bien que avec ce côté multipotentiel, tu touches à tout et grande curiosité. Et on a envie de dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sinon pour cette année 2024? Je crois que avant de me souhaiter, je vais répondre à ta première question. Si jamais j'ai des grands conseils et que vous aimez toucher à tout, c'est pas parce que vous aimez toucher à tout que tout va aboutir. Mmh. Et que le meilleur moyen pour aboutir quelque chose, c'est de le faire du début jusqu'à au moins ses 80%. Et je crois que je vois beaucoup de gens qui ont un peu le même profil que moi, qui commencent quelque chose et qui ne l'aboutissent pas, et qui commencent autre chose et qui ne l'aboutissent pas. Et très honnêtement, je ressens de la peine pour eux, parce qu'ils n'ont jamais le fruit de leur travail, ils n'ont que les côtés négatifs, à savoir une charge mentale au plafond et une fatigue qui s'installe. Et ce sont des gens qui, comme si quelqu'un qui essayait de nager et au lieu juste de bouger les bras et les jambes, se dit, je vais un peu bouger mon petit doigt, je vais un peu bouger mon pouce, je vais claquer des paupières, je vais respirer en 4-4-2, 4-4-1, mais en même temps, j'ai remarqué que quand je respire en 4-4-2, 4-4-1, je me fatigue plus au niveau de mon diaphragme. Du coup, il faut que j'engage mon transverse. Et là, peut-être que si jamais au même temps, je déploie les épaules, je vais m'en sortir. C'est à quoi je dirais, en fait, juste ferme ta gueule et nage. Nage. Et je crois qu'il y a de temps en temps, peut-être cette forme d'autodiscipline bienveillante, je suis capable de me dire ferme ta gueule et nage et avoir un profond respect pour moi-même quand je me dis ferme ta gueule et nage. C'est pas un ferme ta gueule et nage de je nie ta souffrance, je nie ton truc, c'est juste te dire en fait ce dialogue intérieur que tu passes ton temps à essayer de mener mène à de l'inaction et c'est cette inaction qui fait que tu es encore en train de te noyer. Et si tu fais confiance dans ta capacité juste d'agir et que tu arrêtes de penser, ça va t'aider. Et là, j'entends tout de suite les gens qui me disent oui, mais moi, j'y arrive pas. Ok. J'entends. J'entends que tu n'arrives pas à arrêter de penser. Et j'en reviens à la chose suivante qui est une limpidité. Il y a des moyens dans notre cerveau, dans la chimie de notre cerveau, de diminuer ce flux de pensée incessant. Pas de réseaux sociaux avant 11 heures ou midi. Numéro 1. Vous vous exposez littéralement à passer la journée à être dans un besoin de shoot de dopamine et d'activation de votre cerveau. Votre cerveau est un zombie à information quand vous avez besoin de ça. Si vous le nourrissez de ça, il va avoir envie d'encore plus. Ne faites pas ça. Deuxième chose, le sport et le sport à haute intensité vous met tellement dans le mal que votre cerveau n'est plus capable. C'est un électrochoc. Donc oui, du sport à très haute intensité marche bien. À l'inverse, et même si je le pratique et je le recommande, le yoga, si vous ne le faites que 20 minutes, vous n'obtiendrez pas les bénéfices du yoga. Vous allez juste être dans un flux d'analyse, ainsi de suite. Le yoga, si vous devez le faire, faites-le 1 heure. La méditation, si vous devez le faire, ne cherchez pas à faire la petite minute de méditation feel good. Non. Prenez le temps, prenez une application, méditez pendant 20 minutes. Et oui, vous allez ressentir énormément de bruit dans votre tête et c'est le but. Je pense qu'on peut retrouver, il me semble, tu as fait beaucoup de vidéos sur ces sujets-là sur ta chaîne YouTube. Je mettrai tout ça en description, bien sûr. Mais merci beaucoup Grégoire. Merci. Avec plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour 2024 quand même? De continuer comme ça. Là, je suis bien. Ouais, c'est bien. Alors, on va te souhaiter juste d'être bien pour 2024. Ouais, là, je suis parfait. Je suis dans un état de ma vie parfait.
Et toi, Elodie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah, tu veux me dire que ce podcast marche bien et que ça puisse aider beaucoup d'atypiques à s'assumer et à oser de passer à l'action. Franchement, on a besoin que les atypiques passent à l'action pour changer le monde. C'est clair. Et bon, moi j'y crois. Merci tout le monde pour votre attention. Bye. Non, c'était pas ma question. bah, tant pis. Tu sais, on a tous. J'avais une belle explication, mais tant pis. Mais tu peux y aller, vas-y. Je veux pas. Non, ils le sauront jamais. Mais non, vas-y, lâche-toi. Non, C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.